bonjour et bienvenue pour ce deuxième Fast Track dans lequel on va parler un peu de sécurisation des API, comme vient de le dire Géraud, et notamment avec OpenID Connect. Donc, commençons par la présentation. Alors, je m'appelle Damien Baron, je suis développeur back et cloud chez Xebia, et je vous présente Jérémy Pinsol qui occupe à peu près les mêmes fonctions. Et tous les deux, nous avons assez souvent travaillé sur des problématiques d'authentification. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons essayer de vous présenter, c'est une norme qui s'appelle OpenID Connect. Et donc, sans plus attendre, enchaînons avec quelques petites minutes de théorie pour vous comprendre qu'est-ce que OpenID Connect. Eh bien, OpenID Connect, c'est assez simple. Le but de toute cette norme qui est apparue fin 2014, c'est tout simplement d'arriver à identifier la personne qui est derrière l'application ou le navigateur qui est connecté à votre service. Relativement simple, mais ce qu'on va voir, c'est que ça entraîne pas mal de contraintes éventuellement après. Mais du coup, ça veut dire que c'est une nouvelle norme, un truc comme ça? Alors, oui, effectivement, c'est une nouvelle norme, sauf qu'elle a un but un peu particulier, dans le sens que on aurait tendance à penser qu'aujourd'hui, OAuth2 a un peu gagné la bataille de toutes les normes d'authentification tellement elle est répandue. Sauf que, Jérémy, je ne sais pas si tu as remarqué, quand on fait de l'authentification via OAuth2, via Facebook, via Google ou autre chose, on n'a pas l'impression que c'est réellement normalisé tellement le process, le flow peut différer en fonction du provider. Un exemple typique, c'est quand vous avez un token qui vous est retourné, il n'a pas forcément le même aspect, quel que soit le provider que vous avez choisi. Donc en fait, tout ça vient du fait que finalement, OAuth2 n'est qu'une boîte à outils conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle définit beaucoup de concepts qui sont utiles, mais néanmoins, elle ne fournit pas vraiment d'implémentation de référence à laquelle vous pouvez vous référer et qui ferait que un process d'authent OAuth2 serait exactement pareil, quel que soit le provider. Et est-ce que OpenID Connect, ça remplace OAuth2 du coup? Non, justement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si OAuth2 est une boîte à outils conceptuelle, elle définit quand même des concepts qui sont utiles. Le concept de flow d'authentification, le concept de token, comment on arrive à échanger un token, enfin à des credentials contre un token. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que OpenID a plutôt pour but de regrouper, préciser et compléter OAuth2. Alors attention, là ça va un peu piquer, je vais vous faire voir un schéma qui vient de la norme. On ne panique pas. En fait, quand je dis que OpenID Connect va regrouper OAuth2, c'est ce qu'on voit en bas du schéma. Donc vous voyez les petites briques dans le rectangle underpinnings. C'est toutes les briques. Ça veut dire que dans la RFC d'OpenID Connect, il y a déjà inclus à l'intérieur toutes les autres RFC de OAuth2 et toutes les extensions qu'il y a eu au fil du temps. Donc ça, base de départ, c'est commun avec OAuth2. Ensuite, comme je vous le disais, vu qu'OAuth2 n'est qu'une boîte à outils conceptuelle, ce que veut faire OpenID Connect, c'est arriver à préciser tout ça. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple dans le cas des tokens, on va avoir des briques supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir des algorithmes de référence sur qu'est-ce qu'un token, comment on le décrypte, comment on l'utilise dans la norme. Et là, par exemple, c'est toujours dans le rectangle underpinnings, c'est tout ce que vous pouvez voir tout en bas avec les briques JW quelque chose. On y reviendra tout à l'heure, mais là, donc, ce qu'on voit, c'est la partie dans laquelle on précise les choses par rapport à OAuth2. Après, il y a la partie, on va dire, on va au-delà de OAuth2. Là, c'est plus en haut à droite du schéma, notamment avec le process de discovery et d'enregistrement dynamique des clients. Ça, vous le verrez dans la petite démo de Jérémy tout à l'heure, dans laquelle il vous montrera comment on peut récupérer facilement des caractéristiques d'un service provider, enfin d'un identity provider. Et donc je comprends bien que ça étend OAuth, mais c'est quoi la vraie différence avec OAuth? Alors, la vraie différence avec OAuth2, s'il fallait vraiment la résumer, c'est très simple. OAuth2 n'est qu'une norme dans laquelle vous faites de l'authentification. Alors que dans OpenID Connect, vous avez à la fois l'authentification et l'identification. Pour cela, je vais vous faire un petit exemple. On a tous en tête, dans certains films, par exemple, on peut avoir un bar clandestin dans lequel on veut essayer d'entrer. Voilà, j'ai la porte de mon bar. Première méthode, j'arrive, quelqu'un m'a donné sur un petit papier
le password, et là, je peux rentrer. Ça, c'est l'analogie pour l'authentification, dans le sens que je suis rentré, enfin j'ai montré patte blanche, mais une fois que je suis à l'intérieur du bar, il n'y a aucun moyen de savoir qui je suis réellement. Vous avez juste échangé un token contre un droit de passage en fait. Mais rien ne vous relie, il n'y a rien pour relier le token que vous venez de donner à votre identité. On rembobine. Imaginons maintenant que le bar se dote d'un autre système de sécurité, et cette fois, il va utiliser quoi? Il va utiliser les empreintes digitales. Comme vous le savez, une empreinte digitale est propre à une personne, donc on est tout à fait capable de faire le lien entre la personne et l'empreinte qui lui correspond. Donc on a des informations sur cette personne, on a une vraie identification dans ce cas-là. Et parce qu'au moment où vous faites scanner votre empreinte, on sait qui vous êtes. Et ça se traduit comment, ça, dans la norme, différence entre authentification et identification? Alors, cette différence en pratique entre authentification et identification est très très simple, parce qu'en fait, ça se réduit à une histoire de token. Le token relatif à l'authentification, c'est tout simplement le même mécanisme que vous pourriez trouver dans OAuth 2. Ça, je dirais, c'est qu'il n'y a vraiment aucune différence. Si vous avez fait de l'OAuth 2, la partie authentification d'OpenID Connect, c'est la même, c'est straightforward. Il n'y a vraiment pas de différence. Là où on commence à dériver un peu par rapport à OAuth 2, c'est dans l'identification qui, elle, va se faire via ce qu'on appelle un identity token. Et un identity token, il est sous la forme de ce qu'on appelle un JWT, c'est-à-dire un JSON Web Token. Oula, JWT, c'est quoi ce truc encore? Alors, les tokens JWT, finalement, c'est pas très dur à comprendre. C'est une structure assez basique en JSON et encodée au base 64 qui a cette structure-là. Un token JWT, c'est juste, donc comme je le disais, une string en base 64 et qui a, dans la forme la plus basique, 3 composantes qui sont le headers, les claims et la signature. Le headers transporte, on va dire, des informations un peu plus techniques dans le sens par qui a été issué le token, à quelle date, quand est-ce qu'il expire. Les claims, ce sont les vraies informations utiles sur l'identité. Donc c'est ce que vous pourrez manipuler et mettre ce que vous voulez réellement à l'intérieur, comme des informations supplémentaires comme l'email, le nom de la personne ou même ses rôles à l'intérieur de votre application. Donc ça, c'est la partie, on va dire, plus utile et complètement configurable de votre côté. Et enfin, la dernière partie, la partie signature, sert juste à vérifier que le token n'a pas été altéré au moment où vous l'avez reçu, entre le moment où il a été émis et le moment où vous le recevez vous-même. Donc, après, OpenID Connect, c'est pas qu'une histoire de token. Pour utiliser OpenID Connect, côté client, c'est relativement simple, dans le sens, pour manipuler les tokens JWT, il y en a pour tous les goûts. Les librairies clientes existent à peu près dans quel que soit le langage. Vous avez du Java, du JS, il y a du C#, il y a du Go, il y a du Erlang. Bref, le côté client, vous n'aurez jamais de problème. Par contre, maintenant, ça, comme je vous le disais, c'était la partie client, mais pour la partie serveur, on a une offre qui est tout aussi large. Donc, on a beaucoup de providers web, comme AWS Cognito, Microsoft Azure Active Directory. Après, on a plus des providers type PaaS, comme Google Identity, Facebook. Mais on a aussi, on peut faire du on-premise, notamment avec Keycloak, de la fondation Apache, enfin Red Hat Apache, qui lui permet carrément de monter un identity provider from scratch et on-premise. Donc ça, vous avez vraiment complètement la main dessus. Et enfin, une alternative qui est assez souvent utilisée aussi, c'est Auth0, donc qui est lui aussi un PaaS. Et c'est justement Auth0 avec lequel Jérémy va vous faire maintenant la démo de comment on utilise en vrai un petit OpenID. C'est ça, parce que moi, après avoir posé des questions un peu ingénues, j'avoue, à Damien, on va passer à la partie démonstration. Donc le but de la démonstration, ça va être de sécuriser une API de REST traditionnelle via OpenID Connect et via Auth0. Auth0, pourquoi? Parce qu'il fallait bien en choisir un dans la démonstration. Le but, c'est pas de dire que c'est meilleur qu'un autre, c'est juste de prendre un exemple d'implémentation. Alors, la démonstration,
ici, vous avez la partie serveur. Donc, partie serveur, rien de sensationnel. C'est du Node.js, c'est du Koa. Donc, Koa, c'est un Express-like. C'est une API qui renvoie un truc bateau. On renvoie des livres qui appartiennent à un utilisateur. Donc, rien de spectaculaire sur ça, mais ce n'est pas le but. Sur cette API, on va connecter une single page application, donc une SPA. Donc, c'est du HTML, JavaScript. Donc l'utilisateur, il va vouloir interagir à travers cette page web pour requêter ses livres. Donc là, il nous manque quelque chose, il nous manque la notion d'identification et d'authentification. C'est pour ça qu'on plug Auth0. Donc l'utilisateur, quand il va arriver sur sa page, il va être déporté sur la partie Auth0, il va rentrer son login et son mot de passe, donc c'est l'information d'identification, et il va troquer, comme on le voit ici, contre des informations, l'ID token et l'access token. L'ID token, on va l'utiliser souvent dans la partie web pour afficher, pour savoir combien de temps il est connecté, pour afficher son nom, son prénom, avec ses claims. Et l'access token, c'est celui-là qui va transiter jusqu'à l'API et qui va servir à donner l'autorisation. Et vous vous doutez bien que niveau API, il faudra que je vérifie le token, parce qu'en fait, sinon, ça veut dire que n'importe qui peut me faire un token, je l'accepte et j'affiche des livres qui ne sont pas les miens. Donc ça veut dire que côté API, il faut que je vérifie un token. Et vérifier un token, c'est assez normé ce qu'il y a à faire. Il faut vérifier déjà que le token n'est pas expiré, parce que s'il est expiré, ça ne sert à rien. On va vérifier l'issuer du token. On va dire que est-ce que c'est bien Auth0 qui a mis mon token. On va également vérifier que l'audience, est-ce que le token correspond bien à mon audience. L'audience, ça va être l'API. Et enfin, parce que ça, en fait, comme c'est du GWT, c'est du base64, on le verra, n'importe qui, encore une fois, peut me faire un token. Donc ça veut dire qu'on va vérifier que le token n'a pas été altéré. On va vérifier que la signature du token est bonne. Parce que Auth0 en haut, ce qu'il va faire quand il va émettre le token, il va le signer avec sa clé privée. Et donc moi, dans mon code, je vais aller chercher la clé publique d'Auth0 et je vais vérifier que la signature correspond, c'est-à-dire que personne n'a altéré ce token. Et donc on passe à la partie démo. Première chose à faire, je vais sur Auth0. Donc Auth0, ce qui va nous intéresser, c'est la partie utilisateur. Donc là, vous allez voir que j'ai qu'un seul utilisateur, qui est moi, c'est pour la démonstration. Vous allez avoir la partie API. Donc la partie API que vous allez voir, c'est donc API Books. Je l'ai matérialisé dans Auth0, c'est ça. Donc là, on va créer l'application. L'application, c'est la partie cliente. On est là. Donc dans Auth0, je vais matérialiser cette application. Je fais Create Application. Je vais l'appeler Xebeacon. Et je dis que c'est une SPA. Vous avez d'autres types d'applications que vous pouvez créer. Ici, c'est une SPA. Sur la partie application, j'ai renseigné le nom. Et ce qui va m'intéresser, ah oui, juste petit truc sympa, si vous voulez commencer par tout ce qui est authentification OpenID, alors moi je vous recommande Auth0 parce que c'est assez normé, la documentation est très bonne, et surtout, vous avez plein de templates qui vous fournissent pour vous authentifier avec du Angular 2, du Angular, et pour les nostalgiques, même du jQuery si vous avez. Donc c'est assez riche niveau documentation et niveau exemple. Je vais dans la partie Settings de l'application. Je vais copier le client ID de l'application, parce que je vais le renseigner tout à l'heure. Donc une application, c'est quoi? Donc c'est un nom, c'est un domaine pour s'authentifier. Donc là, je suis dans une offre gratuite, donc ça veut dire que le domaine, il est en Auth0. Mais si vous êtes sur une offre payante, vous pouvez mettre votre nom de domaine. Anyway. Donc le client ID. Et ce qui va m'intéresser, ce que je vais renseigner, c'est l'URL de callback. Parce que je l'ai dit, la façon traditionnelle, c'est que l'utilisateur est déporté sur le site Auth0 et il va revenir sur votre application. Et donc là, on autorise les URL de retour. Donc ici, moi, je suis en localhost. Sur le port 3000, c'est du Node.js, localhost 3000, on est bon. Et ça, c'est la durée de validité, on peut régler la validité du token. Donc là, c'est 10 heures. Je sauvegarde les changements, donc on a fait la partie Auth0, on est bon. L'application est configurée, et maintenant, j'ai plus qu'à brancher mon code pour être déporté, authentifié et checker tout ça. Une IDE, donc l'application cliente, donc c'est du HTML, je vous épargne ce code HTML, c'est pas beau à voir. On va passer sur la partie application. Donc là non plus, c'est pas forcément beau à voir, mais c'est pas le but. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est que j'ai pris le template d'Auth0. Auth0 fournit des librairies pour s'authentifier. Donc là, j'appelle une librairie, auth0.wabot. Vous pouvez le faire manuellement, bon, il facilite juste la vie. Vous avez le domaine de l'application qu'on a vu tout à l'heure à configurer. Donc il est là.
Vous avez le client ID que j'ai copié, donc là, un peu du pomme, il est là. La redirection URI, c'est la redirection, l'URL sur laquelle le client va être redirigé. Donc là, c'est href, donc c'est localhost. L'audience, je veux m'authentifier pour accéder à quelle API. Donc là, c'est API Books. Et le response type, c'était tes tokens, Damien, access token et versus ID token. Donc là, je demande l'access token et l'ID token en retour. Et en plus, comme vous faites de l'OAuth, vous pouvez mettre des scopes à votre API qui sont là. Donc la partie cliente, elle est bonne pour moi. Je vais la lancer. J'ai trop d'onglets. Donc c'est du npm start. Un petit pommer. Voilà. Donc on est bon, on va s'authentifier après. Donc là, j'en suis là. Donc là, j'ai branché tout ça, mais maintenant, j'aimerais bien brancher ça, vérifier que mon API, le token qui m'arrive, aller chercher les livres d'utilisateur et vérifier que tout est bon. Ben on va dans la partie API. Donc là, c'est de l'Express, comme j'ai dit. Vous allez retrouver votre index qui va créer l'application. Non, c'est du Koa, pardon, mais c'est pareil. Vous avez votre middleware qui fait du Corse, parce que l'API tourne sur un port différent que l'application web, body parser, du code commenté qu'on va décommenter forcément, et le routeur. Pas celui-là. Ouais. Alors excuse-moi Jérémy, il y a Oui. notre gentil timekeeper qui nous dit qu'on est un tout petit peu en retard, donc je pense que ça serait bien de montrer directement les tokens. Ok, bon, t'as trop parlé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que je décommente juste ce code, donc je rajoute un middleware à Koa. Donc ce middleware, ce que je fais, voilà, je dis qu'une fois que tu as décodé le token, tu me le mets dans token decoded. Ok, ça c'est bon. Je vais pouvoir récupérer le subject du token là-dedans. Ici, c'est une petite méthode utilitaire qui est fournie. Ici, je pourrais aller récupérer la clé publique .0. Donc ce sont des URL magiques d'OpenID Connect. Voici la clé publique, ça va utiliser, ça va vérifier. Donc tout le middleware va vérifier. On est bon, je vais démarrer l'application. Donc là, c'est npm start aussi, mais pas git push. On est bon. Je m'authentifie, si j'ai du réseau. C'est parce qu'on est un peu large en temps, donc... Allez, va chier. Oui. Ah. Non, je pense pas. Login. Ah, si, il fallait cliquer en fait. Donc je m'authentifie via Google, parce que ce qui est intéressant, c'est que sur OpenID Connect, on peut plugger du Google, du Facebook, de ce qu'on veut. Donc je passe vite parce qu'on n'a pas le temps. Et là, j'obtiens le fameux ID token et l'access token. L'ID token, on va le voir. Vous avez un petit utilitaire en ligne qui vous permet de décoder ce base64. Voilà, donc vous avez l'header, c'est ça. Et vous avez ici, dans mon token, vous avez mes informations, donc Jérémy Pinsol, mon avatar. Et sur l'access token, on peut le voir, c'est pareil. Donc ça, c'est ce que l'API va recevoir. Vous avez mon subject, donc ça, c'est mon identifiant. Vous avez l'audience et votre token est signé. Donc là, j'ai mes tokens et maintenant, je vais faire un appel d'API pour montrer. Donc j'affiche la vue réseau, network. Je vais dans ping, private call. Donc là, j'ai fait le call. On a les livres, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. On ne fait pas une API, on fait l'authentification. Donc je vais aller voir la partie header. Et dans la partie header, regardez, je passe autorisation, bearer et mon access token. Là, j'ai passé l'access token et ma partie API. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit qu'elle a bien décodé le token et elle va chercher les livres pour mon utilisateur. Donc vous voyez qu'en quelques branchements d'API, je peux m'authentifier facilement via du Google, via du Facebook, etc. etc. On revient sur la démo. Bon, de toute façon, s'il fallait retenir une seule chose de tout ça, c'est assez simple. C'est que si vous voulez faire de l'identification plus de l'authentification tout en utilisant une sous-couche OAuth2, eh ben c'est simple, la solution, c'est OpenID Connect. Voilà, c'était tout pour nous. Excusez-nous d'avoir un petit peu débordé.
Merci pour ce finish au sprint. On va avoir le temps de prendre une question, du coup, je pense. Si, choisissez-la bien, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres questions après, ouais, bah après on peut... vous êtes trouvable dans l'année. Le secret dans le Auth of Zero, il va où? Parce que vous ne l'avez pas mis dans le serveur ou quoi que ce soit, donc il sert à quoi le secret? Celui-là? Non, le secret quand tu... Oui, sur celui-là. Sur l'internet, ouais. Voilà. Sur celui-là, sur la partie client, SPA, je ne sais pas, mais quand tu as une secret, c'est quand tu fais un workflow credential en OAuth, tu peux troquer ton application ID, ton application secret contre un token. Donc ça sert à ça. Là, on fait un workflow implicite. Moi, j'ai passé tous les détails. Donc en fait, j'ai que besoin de l'application ID. Donc là, dans mon cas, il ne sert à rien. C'est pour les workflows credential. Merci. Merci à vous, les gars.